Il se passe quelque chose à l'intérieur de l'Iran ces derniers jours que le régime iranien fait tout pour cacher. Ce n'est ni une manifestation ni une attaque. C'est quelque chose de bien pire pour eux. Et cela a commencé exactement au moment où le régime a cru avoir remporté le bras de fer avec les États-Unis. Pour que tu comprennes l'ampleur de ce qui se passe, je dois te montrer 3 scènes. 3 scènes qui se sont produites cette semaine et qui, ensemble, expliquent l'ampleur du problème auquel le régime iranien est confronté. La première scène montre le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, assis devant une caméra de la télévision d'État. Il regarde le peuple iranien et fait une demande. Une demande qu'aucun dirigeant iranien n'avait faite en 47 ans de régime. Il demande à son propre peuple de manger moins, d'éteindre les lumières à la maison, de réduire la consommation d'énergie. Et la raison est simple. Le blocus naval américain a coupé l'entrée de nourriture et de fournitures en Iran. 60% de la nourriture que les Iraniens mettaient sur la table venait de l'extérieur et, en un peu plus d'une semaine de blocus, tout cela a disparu. La deuxième scène montre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghati, embarquant dans un avion à destination de Moscou. Il va demander de l'aide à Vladimir Poutine. Le même Araghati qui, il y a 2 mois, affirmait que l'Iran dicterait les termes de la prochaine négociation, cherche maintenant le soutien diplomatique du gouvernement russe. Poutine a proposé de servir de médiateur. Mais Trump, lors d'une réunion dans le bureau ovale, s'est tourné vers les journalistes et a dit qu'il préfère voir Poutine occupé à terminer la guerre en Ukraine. Le message est passé. L'Iran n'a plus où aller. La troisième scène. C'est la plus grave. Un institut d'études sur la guerre a publié un rapport cette semaine, identifiant qui dirige réellement l'Iran en ce moment. Et ce n'est pas le guide suprême, ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministre des Affaires étrangères, c'est un général des gardiens de la révolution appelé Ahmad Vahidi. La structure civile du régime iranien s'est effondrée. Celui qui donne les ordres est un militaire. Exactement le genre de personne avec qui personne ne négocie. Quand celui qui commande est un militaire de la garde révolutionnaire, la logique cesse d'être diplomatique et devient militaire. C'est ici que la question à laquelle les gouvernements du monde entier tentent de répondre cette semaine surgit. Le régime iranien va-t-il survivre à ce qui s'annonce ? C'est exactement dans ce contexte, avec un régime divisé de l'intérieur, un peuple confronté à la pénurie de nourriture, et le ministre des Affaires étrangères cherchant du soutien à Moscou, que l'Iran a décidé de faire un pari risqué, un pari qui a tout changé. Le régime iranien a envoyé une proposition formelle de paix aux États-Unis, et, de leur point de vue, cette proposition était plutôt astucieuse. L'Iran s'engageait à rouvrir le détroit d'Ormuz, et en échange, les États-Unis devaient lever le blocus naval. Mais le principal détail se trouvait à la fin du document. L'Iran voulait reporter à plus tard toute discussion sur le programme nucléaire, et savez-vous pourquoi c'était malin de leur part ? Parce que cela résoudrait le problème immédiat du régime iranien. Arrêtez-vous pour réfléchir. Les navires recommenceraient à entrer. La nourriture recommencerait à arriver. L'inflation qui est à 10% par mois donnerait un peu de répit. Et pendant ce temps, le régime gagnerait un temps précieux pour reconstruire tout ce qu'il a perdu pendant la guerre. Les lanceurs de missiles détruits, les usines d'armes, les installations nucléaires. L'Iran pensait avoir acculé les Américains à 2 mauvaises options. Soit accepter de retarder le nucléaire, soit continuer à payer le prix politique de maintenir le pétrole mondial bloqué. Mais, comme je vais te le montrer, l'Iran s'est trompé dans ses calculs. Quand la proposition est arrivée à Washington, Trump a réuni le cabinet de sécurité, qui en a discuté quelques heures. Et la réponse est arrivée rapidement. Trump a rejeté. Et il a rejeté fermement. Ensuite, il a annulé le voyage des négociateurs américains au Pakistan, où la prochaine série de négociations devait avoir lieu. Et il a envoyé un message public. Si vous voulez me parler, prenez le téléphone et appelez-moi. Mais ce qui s'est passé le lendemain, exactement à 4 heures du matin, a montré que Trump avait décidé autre chose.
Le président des États-Unis a publié sur les réseaux sociaux une image de lui-même, en costume noir, portant des lunettes de soleil, tenant un fusil d'assaut, avec des explosions en arrière-plan et une légende de 3 mots. No more Mr. Nice Guy. Fini le gentil garçon. Le prix du pétrole a augmenté de 3% en 15 minutes. Le baril de Brent a dépassé les $114. Les marchés financiers ont compris le message avant même que les journalistes ne puissent le rapporter. Pour les investisseurs, le message était clair. Trump était sérieux. Et maintenant, voici la partie que presque personne n'a remarquée. Il y a 3 choses qui ont changé ces derniers jours et qui distinguent cette phase de tout ce qui s'est passé auparavant. 3 signes qui, pris isolément, semblent n'être qu'un chapitre de plus dans la rhétorique entre les États-Unis et l'Iran. Mais quand on réunit les 3, ils racontent une histoire complètement différente. Le premier signe vient d'Israël. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a accordé une interview publique en déclarant qu'Israël est prêt à reprendre la guerre à tout moment et qu'il attend seulement le feu vert de Washington. Il a décrit ce qu'Israël compte faire en une phrase : ramener l'Iran à l'âge de pierre. Du leadership du régime terroriste iranien, et en plus de ramener l'Iran à l'ère des ténèbres et de la pierre en faisant exploser les principales installations d'énergie et d'électricité. Cette phrase ne vient pas d'un député, ni d'un analyste. C'est le ministre de la Défense lui-même de l'une des principales forces armées du monde qui l'a dit publiquement. Le deuxième signe est la plus grande concentration de puissance de feu américaine au Moyen-Orient depuis des décennies. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les États-Unis ont 3 groupes de combat de porte-avions simultanément dans la région. 50 000 militaires américains sont déployés là-bas. Le nombre habituel se situe entre 30 et 40 000. Le porte-avions USS George H. Bush a été envoyé en renfort, accompagné de 3 destroyers lance-missiles et d'un navire amphibie transportant 2500 marines. Et le Pentagone a commencé à transférer des missiles furtifs à longue portée, appelés JASM Air, du Pacifique vers le Moyen-Orient. Ces missiles étaient réservés à un scénario très spécifique, une éventuelle guerre contre la Chine. Et les Américains ont démontré, avec ce transfert, qu'ils sont prêts à renoncer à une partie de la réserve stratégique qu'ils avaient pour le Pacifique afin de garantir un avantage décisif sur l'Iran. C'est un pari qui coûtera cher. Les analyses estiment que plus de la moitié des intercepteurs antimissiles THAAD américains ont déjà été utilisés dans cette guerre. Et il faudra des années pour reconstituer ce stock. Mais la lecture de Trump est claire. Ça vaut la peine de payer ce prix pour régler définitivement le problème iranien. Le 3e signe vient du régime iranien lui-même et c'est le plus révélateur de tous. L'Iran a décrété cette semaine, à compter du 26 avril, une interdiction totale de l'exportation d'acier. Et l'acier, pour ceux qui ne le savent pas, est une matière première stratégique. C'est ce que vous utilisez pour fabriquer des missiles, des drones, des chars et des navires. Le régime iranien se prépare en interne à une guerre prolongée. Ils savent ce qui arrive. Mais il y a encore une 4e pièce dans ce puzzle. Une information qui a fuité aujourd'hui et qui rend la situation encore plus curieuse. Il existe une arme américaine qui est en développement depuis plus d'une décennie. Elle s'appelle Dark Eagle. Chaque missile coûte environ 41 millions de dollars. Elle vole à 7 fois la vitesse du son. Elle a une portée de 3500 km. Elle manœuvre dans les airs pendant le vol, ce qui la rend pratiquement impossible à intercepter avec la technologie de défense anti-aérienne actuelle. Et dans toute l'histoire moderne, elle n'a jamais été tirée au combat, pas une seule fois. Imaginez un missile qui part d'une base américaine au Qatar, traverse le golfe Persique, frappe l'Iran, avant que le spectateur ne cligne 2 fois des yeux, et aucun radar iranien n'arrive à suivre sa trajectoire en temps réel. C'est exactement le type d'arme dont nous parlons. Et, comme je l'ai dit plus tôt, les États-Unis ont passé toute la dernière décennie à garder cette arme pour un seul scénario,
une éventuelle guerre avec la Chine dans le Pacifique, où la vitesse hypersonique serait décisive contre la flotte chinoise. Le 29 avril, une information révélatrice a fuité dans les journaux américains. Le commandement central des forces armées américaines a envoyé une demande officielle au Pentagone. Ils envisagent d'utiliser le Dark Eagle au Moyen-Orient, contre l'Iran. Pour les non-initiés au Pentagone, cela paraît juste une réunion bureaucratique de plus. Mais pour ceux qui comprennent comment ce genre de demande fonctionne, c'est déjà suffisant pour remarquer une chose. Le simple fait que cette demande existe en plein blocus naval et avec la guerre menaçant de reprendre raconte déjà une histoire. Et il y a un autre détail qui rend cette demande encore plus significative. En avril, le contrôle du Dark Eagle a été placé sous la responsabilité du Stratcom, le commandement stratégique américain. Le Stratcom est à la même structure qui contrôle les armes nucléaires des États-Unis. En d'autres termes, si cette autorisation est accordée, elle ne viendra pas d'un général sur le champ de bataille, mais directement de la Maison-Blanche, directement du président. Et la raison pour laquelle cette demande existe est simple. Le Dark Eagle fait ce que le reste de l'arsenal américain ne peut pas faire. Les missiles Tomahawk sont lents. Ils volent en dessous de la vitesse du son. Quand ils atteignent la cible, le lanceur mobile iranien a déjà changé de position. Les JSMER sont plus rapides, mais ils ont une portée plus courte. Le Dark Eagle, volant à Mach 5, décolle d'une base américaine au Qatar et atteint n'importe quel point du territoire iranien en environ 3 minutes. Le délai est trop court pour qu'un lanceur mobile puisse se cacher. Et une seule ogive, même sans explosif, transporte une énergie cinétique équivalente à 700 kg de dynamite, suffisant pour percer des bunkers et des tunnels profonds. En d'autres termes, si la demande est approuvée, le Dark Eagle serait la seule arme de l'arsenal américain capable de détruire d'un seul coup ce qui reste de la capacité balistique de l'Iran, sans avoir à répéter l'attaque plusieurs fois. Et le simple fait que le Pentagone envisage cela montre déjà l'ampleur de ce qui pourrait arriver. Mais, bien sûr, cette demande peut ne pas être approuvée. Cela peut n'être qu'une manœuvre de pression psychologique. Cela peut être une façon pour les États-Unis de forcer le régime iranien à revenir à la table des négociations. Mais, même si ce n'est que cela, le message que cette demande envoie est déjà différent de tout ce qu'on a vu dans cette guerre. Et donc, avec tout cela qui se passe, peut-être que vous vous posez une question évidente. Si l'Iran savait que cela pouvait arriver, pourquoi ne réagit-il pas ? Pourquoi n'intensifie-t-il pas l'escalade maintenant ? Pourquoi ne lance-t-il pas une attaque préventive contre une base américaine, un allié, quelque chose ? La réponse à cette question explique pourquoi cette guerre, si elle recommence, sera très différente de la première phase. La réponse est simple en fait, ils n'en sont pas capables. Les premiers bombardements de la guerre, en février et mars, ont détruit environ 75% des lanceurs de missiles balistiques iraniens. Le régime était en train de reconstruire cette capacité petit à petit. Mais l'interdiction d'exporter de l'acier décrétée par l'Iran lui-même montre qu'il n'arrive pas non plus à importer de matières premières. Le blocus naval a tout coupé. Le navire Tuska, qui a été intercepté par la marine américaine il y a quelques semaines, transportait justement des composants d'armement en provenance de Chine. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Iran, la situation se détériore. Alors que le régime perd du terrain à l'extérieur, à l'intérieur, les choses empirent rapidement. L'inflation est à 10% par mois. Les analyses économiques indiquent que si la guerre reprend, ce chiffre pourrait atteindre 20% par mois d'ici la fin de l'année. En termes pratiques, cela signifie que les prix vont être multipliés par 5. La monnaie iranienne est déjà à son niveau le plus bas de l'histoire. Le régime subit des pressions sur tous les fronts, en même temps. Et les opposants au régime, en exil, voient cela comme une fenêtre d'opportunité. Reza Pahlavi,
le fils du dernier shah d'Iran, qui vit en exil aux États-Unis, s'est exprimé sur les réseaux sociaux et a lancé un appel public. Il a demandé aux militaires iraniens de se rebeller contre le régime. Ce type d'appel n'a de sens que si l'opposition croit que le régime est sur le point de tomber. Passons maintenant à la dernière pièce de ce puzzle. Il y a une date précise que le monde entier doit suivre de près. Vendredi, 1er mai. Une date qui, en pratique, dira si Trump a les mains libres pour terminer cette guerre comme il l'entend, ou s'il devra d'abord affronter le Congrès américain. La guerre entre les États-Unis et l'Iran a commencé le 28 février 2026. Vendredi marque exactement 60 jours de conflit. Et, selon la législation américaine, plus précisément selon la War Powers Resolution de 1973, le président américain devrait retirer les troupes sous 30 jours s'il ne reçoit pas l'autorisation formelle du Congrès pour poursuivre la guerre. Mais les républicains contrôlent à la fois la Chambre et le Sénat, et ils vont probablement éviter de faire avancer ce vote. En d'autres termes, la guerre entre dans un vide juridique. Mais Donald Trump continue d'avoir les mains complètement libres pour mener les opérations militaires. Pendant 47 ans, le régime iranien a construit son identité autour d'une seule idée. L'idée qu'ils étaient indestructibles, qu'ils survivraient à n'importe quelle pression, à n'importe quelle guerre, à n'importe quelle sanction. Mais l'histoire montre une chose à maintes reprises. Les régimes qui se croient intouchables remarquent rarement le moment où ils cessent de l'être. Et peut-être, et c'est la partie que personne dans le régime iranien ne veut admettre à voix haute, peut-être que ce qui se passe en ce moment est exactement le scénario pour lequel ils ne se sont jamais préparés. Et c'est pour cela que je voulais avoir votre avis. Pensez-vous que les États-Unis vont vraiment reprendre les hostilités ? Ou est-ce simplement une pression psychologique pour forcer le régime à céder ? Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être au courant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.